Et voilà, nous sommes donc à l'instant causerie matinale avec nos invités. André Alekhounou, bonjour. Bonjour, monsieur Théodie. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes psychoclinicien. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est partagé, merci. Très bien. Et puis, Prudence Sakondé, bonjour Prudence. Bonjour, cher Théodie. Et bonjour à monsieur André, bonjour à Stan et bonjour aux amis téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions économiques et politiques. Merci beaucoup. Et surtout scientifique aussi. Et surtout scientifique aussi. Très bien. Stanislas Ouenoupoamoa, bonjour. Oui, bonjour, ça. Bonjour à M. Akondé, M. Alekhounou aussi. Bienvenue à ceux qui viennent de prendre ce rendez-vous. Très bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser une fois encore à l'un de ces sujets qui intéresse plus d'un. Ce sujet pour lequel les gens réfléchissent, qui ne se retrouvent pas. Il s'agit de se sentir bien ou mal dans sa peau. Et il faut le reconnaître que se sentir bien ou mal dans sa peau, c'est une question de prédisposition ou même de disposition d'état d'âme psychologique ou mental. Être bien ou mal dans sa peau, donc dépend de la façon dont nous prenons les choses. S'il s'agit de la timidité, la confiance en soi, la peur, tous ces facteurs sont donc dans ce registre. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons nous intéresser à cette question. Se sentir bien dans sa peau ou mal, comment l'expliquer, monsieur le clinicien, le psychoclinicien du plateau? Merci beaucoup, une fois encore. Bon, je vais peut-être faire l'effort de... Parce que la difficulté de pouvoir expliquer ces phénomènes, c'est de pouvoir se faire comprendre par le citoyen lambda. C'est ça. Et je cherche les mots pour qu'on puisse vraiment, c'est bien dit, se sentir mal dans sa peau, bien ou mal. Ici, on parlera d'émotions, la gestion des émotions. La gestion des émotions. Est-ce que parler comme ça, oui. La gestion des émotions, dans ce sens où l'émotion, c'est l'instance qui vient, je veux dire, questionner nos besoins, est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait? Et à partir de là, notre vécu ou notre personnalité, notre être fait le reste. Et soit vous allez être satisfait, cette émotion sera agréable, ou bien vous n'allez pas être satisfait, elle sera désagréable. Donc vous allez soit vous sentir bien si vous êtes satisfait, ou vous sentir mal, vous n'êtes pas satisfait. C'est cela. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, Prudence Sakondé. Merci beaucoup. Je pense que le psychoclinicien a déjà très bien commencé. Il faut dire que se sentir bien ou mal, à mon avis, c'est surtout en fonction des normes socioculturelles à l'intérieur desquelles on a évolué, des cadres mentaux par lesquels on a été formé. Vous voyez, il y a un simple fait. Vous verrez un enfant, en fait, une jeune fille de 16-17 ans dans des contrées qui ne se voient pas dérangées, par exemple, en train de se balader torse nu dans certaines contrées. Elle se sent bien comme ça. Et a priori, ça ne dérange pas outre mesure son environnement, les gens de son entourage. Mais revenez dans d'autres contrées et faites la même chose, en fait. Demandez même vous ne verrez pas, parce que la jeune fille vous dira non, que ce n'est pas possible, elle ne se sentira pas bien de le faire, et même son entourage ne se sent pas bien de le faire. Ça voudra dire que la première a évolué avec des normes socioculturelles qui lui permettent de se sentir bien en étant comme ça, alors que dans d'autres cas, en fait, les normes socioculturelles ne permettent pas de se sentir bien. Dans l'un ou l'autre des cas, cela reste un truc personnel. Se sentir bien, ce n'est pas un truc communautaire. À mon avis, c'est un truc personnel. Quand bien même avec des habitudes, certaines personnes ne se sentent pas bien,
Et enfin, la plupart des personnes dans une communauté ne se sentent pas bien. Il y en a qui, en le faisant, se sentent tout à fait bien. Vous verrez, par exemple, dans des familles où on dit vous ne mangez pas tel. Mais il y a toujours quelqu'un dans la famille qui mange et qui n'a rien. Les autres ont dit, quand vous mangez, vous ne vous sentirez pas bien, vous aurez tel ou tel problème. Mais il y a toujours quelqu'un qui mange et qui n'a rien du tout. Donc, ce n'est pas une affaire de... C'est personnel, mais c'est surtout orienté par ce que nous avons entendu, les valeurs par lesquelles nous avons été éduqués, les règles de société, les normes par lesquelles nous avons été appelés à réfléchir, à penser, à croire, à comprendre, à analyser et tout. Très bien. Oui, Stanislas, pour moi, le psychoclinicien a parlé de la gestion des émotions et donc Prudence aussi a appuyé en parlant de gestion. Bon, donc cette gestion est individuelle, mais est-ce que de ce pas, est-ce qu'il est intéressant que l'on reconnaisse que tout part de l'individu même. Si vous devez vous sentir bien ou mal, ça part d'abord de vous-même, l'individu qui apprécie. Bien évidemment, la thématique en discussion nous amène peut-être, s'il était en vie, de consulter le psychanalyste Sigmund Freud, pour voir un peu aussi, quand on se réveille, qu'on ne se sent pas bien dans sa peau, ou qu'on a certaines émotions, comment l'expliquer fondamentalement du point de vue de notre tête et de tout ce qui ne va pas. Je pense que c'est abstrait, que quelqu'un se sente bien ou mal dans sa peau. C'est une question d'abord abstraite qui peut rejaillir maintenant sur le physique. Parce que quand vous regardez une personne X sur son visage, il y en a qui cachent leur état émotionnel. C'est-à-dire, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, il y a des personnes qui cachent leur état émotionnel. Vous discutez avec Prudence, il sourit et tout ça, alors que fondamentalement, il a un souci, il a une préoccupation. Mais vous ne le saurez jamais. Moi, je discutais, j'ai eu un ami comme ça, qui a perdu son papa à chaud, un matin à 8h. À 10h, on s'est vu, on parlait, comme si de rien n'était. C'est quelqu'un, on dira qu'il est fort mentalement. Donc, et c'est au finish, vers la fin de la discussion, à 11h, qu'il dit, ben, tu sais, mon père est décédé à 8h. Je lui dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, tu as ce calme olympien, et pourtant, tu es assez serein. Voilà. Alors que le second paramètre, il y a des personnes, déjà vous le voyez, la mine que la personne dégage, sur son visage se lit un état émotionnel assez difficile, assez compliqué. Il y a des gens, vous n'avez pas besoin de leur demander qu'est-ce qui se passe avant que leur visage, le simple regard sur leur visage, vous dise que je n'ai pas, je suis malade ou j'ai des soucis à la maison ou bien en famille, il y a telle chose qui ne va pas. Raison pour laquelle, quand vous rencontrez certaines personnes, que ce soit le matin ou le soir, tout de suite, surtout quand vous avez l'habitude de frotter avec quelqu'un, vous lui dites, mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? On se pose souvent cette question, mais mon cher, tu as quoi aujourd'hui? Parce que d'ordinaire, la personne n'est pas comme ça. D'ordinaire, c'est une personne joyeuse, aimante, qui parle bien. Mais on remarque qu'elle est dans son coin aujourd'hui, et à l'observer, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est à la personne maintenant d'expliquer que, bon, vraiment j'ai des soucis, ou bien dans ma tête ça ne va pas, je n'ai pas bien dormi, etc. Donc, se sentir bien ou mal, oui, c'est personnel, c'est individuel, mais tout dépend de l'état émotionnel. Et parfois, quelqu'un dira, j'ai suivi une blague la dernière fois où, sur la petite vidéo, je l'ai d'ailleurs diffusée sur une autre émission. Et le monsieur, il n'avait pas du tout d'argent. Il était dans son coin, il n'avait pas un copec. Il était assis dans une buvette. Il réfléchissait quand un de ses amis est passé par là. Et quand l'ami est venu, l'ami lui parlait. Il n'a même rien répondu, c'est-à-dire c'était le silence plat. L'ami lui dit, d'accord, tu fais quoi assis dans une buvette et tu ne bois pas, tu es là. Il dit, mais si j'avais l'argent, je serais en train de boire. L'ami dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a commandé des billets et tout ça. Ils ont bu. À la fin, l'ami lui a remis un billet. Il dit, voilà, je me retrouve maintenant.
Vous voyez, quand on lui a remis le billet, il a dit voilà, je me retourne. L'ami lui a dit mais c'est ça qui te causait tant de soucis. Et à lui de répondre que le manque d'argent peut parfois vous donner, je sais pas, tous les soucis du monde. Vous pouvez maigrir en un instant quand vous n'avez pas de l'argent. Donc c'est pour dire que on ne se sent pas bien pour différentes raisons. Et certaines personnes, comme je l'ai dit, peuvent laisser transparaître le contraire de leur état émotionnel, alors que d'autres n'arrivent pas à le cacher. Il y a des personnes qui sont en deuil, vous ne saurez jamais que ces personnes-là sont en deuil. C'est quand vient le moment de l'inhumation ou bien des obsèques qu'on se rend compte que cette personne est éplorée. Alors qu'il y a d'autres personnes, s'ils sont en deuil, eh bien, ils cessent leur activité professionnelle, ils n'arrivent plus à tenir, ils se lamentent tout le temps. Donc voilà, ça dépend de l'état de chacun. De chacun, oui. Monsieur André Alirono, est-ce que se sentir bien ou mal dans sa peau est synonyme ou bien vient du fait de l'évolution des événements de la vie, de son vécu existentiel? Est-ce qu'il faut le dire? Bien sûr, bien sûr. Et indubitablement, oui. Comme on convient tous à le dire, en fait, la gestion des émotions, d'abord, tout simplement l'émotion, comprenons que c'est juste une réponse brève, intense à une situation. Et nous avions tous besoin de cela, sinon, les émotions agissent un peu comme, je vais dire, des baromètres, des pilotes ou des indicateurs pour nous orienter dans nos choix et dans nos décisions. C'est ça. Et oui, obligatoirement, votre réaction à une émotion dépend obligatoirement de votre vécu et de votre expérience. Qu'est-ce que j'appelle l'émotion? On sait que principalement on parle de 6 instances. C'est des choses qu'on connaît, on dit les émotions primaires, à savoir la joie, la tristesse, la colère, la surprise, la peur, voilà. Je ne sais pas si j'ai cité les 6, mais bref. Mais il y a que ces émotions guident tous nos choix, mais sont fortement liées à notre vécu, parce que Stanislas et moi on peut vivre les mêmes émotions, la même situation, comme il a dit. Nous avions le même père, il décède à 8 heures, moi je me fonds en larmes tout de suite, je suis éploré, je suis vraiment, je vais dire... Tous vos états, on le dit. Voilà, dans tous mes états, pendant que lui, il est devant un verre. C'est sa manière, ça dépend de son expérience, de tout ce qu'il a vécu pour pouvoir prendre la chose comme ça. Donc, oui, forcément, lorsque vous n'êtes pas satisfait ou que vous êtes satisfait, il n'y a que votre organisme qui réagit. Et nos organismes sont différents. C'est ça. Il n'y a que votre psychisme qui réagit. Donc, comment il a encaissé et quelle analyse vous faites de tout cela pour finalement décider. Et votre analyse dépend de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes, de votre personnalité, de vos traits de caractère, de vos forces et de vos faiblesses. Donc, notre réaction face à une situation, même si nous sommes jumeaux, pas forcément différent. Alors, est-ce que là, ça appelle la notion... Personnel. Et c'est personnel. Là, ça appelle la notion de la maîtrise de soi dans ces conditions. Vous ne voyez pas? Oui, je suis d'accord avec les analyses de Stanislas et de M. André. Là, c'est une vérité universelle que la maîtrise de soi a une prépondérance dans notre bien-être. Mais avant peut-être de venir à cette question-là, moi, je continue d'observer et en fait d'analyser la question sur le plan sociologique. Il y a que notre société a été construite ou se construit au fur et à mesure avec beaucoup de normes. Et qu'on dit, c'est ceci qui est bon,
c'est ceci qui est juste, ceci, ce n'est pas bon, ceci, ce n'est pas juste. Vous voyez, par exemple, des enfants qui sont hyper doués pour dessiner, hyper doués pour dessiner ou pour chanter, hyper doués pour jouer au football, hyper doués pour faire beaucoup de choses, mais qui peinent à exceller à l'école. Mais nous, notre société dit que ces enfants-là ne sont pas des enfants intelligents. En fait, c'est notre société qui dit ça. Notre société à nous, en fait, la société dans laquelle nous vivons ici, au Bénin, par exemple, dit que ces enfants-là ne sont pas du tout intelligents. Et ces enfants-là sont brisés parce qu'on dit, au lieu d'aller étudier, toi, tu es là à dessiner. Au lieu d'aller étudier, toi, tu es là à jouer. Au lieu d'aller dessiner, au lieu d'aller étudier, tu es là à aller tresser ta poupée, à aller faire ceci, à aller faire cela. Si bien que l'enfant se dit, bon, moi, en fait, ce que je fais n'est pas juste. En fait, le fait que je sache jouer, ce n'est pas bien. Il faut que j'aille apprendre à étudier. Si bien que l'enfant ne se sent pas bien, dès le bas âge, on a appris à cet enfant-là de ne pas se sentir bien. Une déconnexion. Oui, de ne pas se sentir bien avec ce qui relève de sa passion, de ses propres compétences, en fait. Je ne dirais pas. De ses dons. De ses dons. Je vais aller plus loin, de son intelligence. De son intelligence, si vous voulez. Merci. Et cet enfant-là ne se sent pas bien, pas parce que l'enfant tout de suite a manqué de confiance en lui-même, parce que l'environnement dans lequel il est lui a dit non, en fait ce que tu veux faire là, c'est carrément out. Vous voyez par exemple, bon maintenant ça se... Entre-temps, dans le royaume d'Abomey, quand tu as une femme et que tu as de l'embonpoint, mais tu es bien apprécié, on parlait de femmes rondes, femmes ci, femmes ça. Mais aujourd'hui... On appelle les nains. Oui, les nains. Les doués pas, mais... Bon. Qui signifie... Mais aujourd'hui... On prend bien soin d'elle. Aujourd'hui, avec la mondialisation et tout, vous voyez que quand une femme commence à prendre du poids, ça devient un problème pour elle. Elle ne se sent pas bien. Pas parce qu'elle n'apprécie pas sa forme nécessairement, mais parce qu'elle se dit, en fait, on ne me voit pas bien. Oui, le regard social, on ne me voit pas bien. Donc, moi, je préfère d'abord voir ça sous cet angle-là. Mais il y a la question de la confiance en soi qui est une question fondamentale dans le bien-être personnel. Parce que à un moment donné, même si enfant, l'on n'a pas pu se dégriffer, à un moment donné, on doit pouvoir s'arracher des regards de la société, du qu'en dira-t-on, de ceci et de cela, et pouvoir faire les choses qui nous plaisent. C'est d'abord ça, et c'est surtout ça. Pas les faire de façon à enfreindre, à empiéter sur le droit de quelqu'un, mais les faire de façon à nous faire progresser nous-mêmes. Parce que c'est la question, ce que je fais, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça ne fait pas du mal à autrui? Si cela me fait du bien et ne fait pas de mal à autrui, bon, le problème a priori ne se pose pas. Et ça, c'est moi, c'est la question de la confiance en soi, la maîtrise de soi. C'est une question encore complexe pour beaucoup, mais ça part de la définition correcte de ce que je veux, de ce qui me fait plaisir et de comment j'arrive à le faire sans
créer des problèmes à d'autres personnes. C'est ça, oui. Sadislas Gouanoukwama, votre avis sur la question de la maîtrise de soi, de la confiance en soi, quand il s'agit de se sentir bien ou mal dans sa peau. Oui, c'est peut-être déterminant, hein, la façon dont on se maîtrise. Ça peut peut-être influer sur l'état psychologique, l'état émotionnel et même au-delà à notre bien-être dans la généralité. Et on ne peut jamais savoir de quoi on sera capable dans une situation. Moi, j'entends par exemple les gens disent non, s'il était à sa place, je l'aurais tué ou bien je l'aurais... Non. On ne peut jamais savoir de quoi on peut être capable dans la situation. C'est quand vous-même vous êtes à l'instant T dans la situation que vous déployez la réaction que vous avez à déployer et quelqu'un d'autre à l'externe vous jugera, en tout cas donnera son appréciation et dit mais tel, voilà comment il a réagi. Ah, il était tel mais il nous l'a caché. Non, il ne l'a pas caché. C'est la situation devant laquelle il s'est retrouvé qui a révélé en lui soit des qualités ou des défauts qui sommeillaient en lui. Et face à cette situation, il a eu cette réaction. Ça peut faire qu'il puisse bien se sentir ou mal se sentir. Alors, moi, je voudrais prendre quelques clichés. Hein. Se sentir bien ou mal, il y a plusieurs facteurs. Il y a des gens, il y a une cravate de couleur grise ou rouge qu'il aime bien. Et quand il met ça, il dit à sa femme, je me sens bien quand je mets ça. J'entends souvent des gens dire ça. Ou bien il a une tenue locale d'une certaine couleur. Et quand il met ça, il dit, vraiment, je me sens à l'aise. Et quand peut-être c'est un vendredi, il demande à sa femme, cherche-moi telle tenue. Quand je mets ça, vraiment, je suis à l'aise. Mais quand je n'ai pas d'argent, vraiment, je suis à l'aise. Ça, je me sens bien. Donc, il y a des gens, quand ils portent certaines tenues, ils se sentent à l'aise, ils sont dans leur peau. Il y a même, j'irai plus loin, ça peut faire rire, mais il y a des gens, devant certains types de repas, ils se sentent bien. Et ça, c'est vrai. Devant certains types de repas, la personne se sent bien. C'est-à-dire, il a faim, on lui demande ce qu'il va manger, la pâte, non, igname, non. Quand vous dites du riz, il dit oui. Et il peut manger ça, je ne sais pas trop, tous les jours de la semaine, et se sentir bien. Parce qu'on l'a dit, se sentir bien, ça, ce n'est pas forcément dépendant des facteurs communs à tout le monde. Ce sont des facteurs personnels. Et ce qui peut faire que Théodule se sente bien n'est pas forcément le même facteur qui fasse que Prudence se sente bien. Théodule peut être à l'aise en mangeant, en dégustant son plat de riz, tandis que Prudence peut être à l'aise en buvant de l'eau. Il y a des gens, quand vous les voyez boire de l'eau, vous avez l'impression qu'ils sont en train de boire du champagne ou bien du verre. Parce que la façon dont il met l'eau dans le verre, la façon dont il la boit, c'est tellement esthétique. Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et dans le même temps, il y a des gens qui prennent du Solabi, mais de façon esthétique. Ça n'a rien à voir avec le suivisme ou le mimétisme. Non, du tout pas. De façon esthétique. C'est ce que vous expliquez en fait. Oui, tout à fait. Et c'est ça, chacun se sent bien dans sa peau. Il y a d'autres personnes qui peuvent se sentir bien quand ils sont en compagnie des femmes et bien d'autres choses. Donc, c'est relatif, se sentir bien ou mal. Et l'autre chose aussi, vous entendez des gens qui vous disent souvent, je ne me suis pas réveillé du bon pied aujourd'hui, je ne me sens pas bien, d'autres qui se réveillent du mauvais pied. Donc, il y a peut-être des facteurs la nuit qui influent sur le mauvais ou bien le bon réveil. Très bien. Oui, Prudence Akonde, dites-nous, selon vous, quelles sont les attitudes, les dispositions qu'il faut prendre, qu'un individu doit prendre, pour qu'il se sente mal ou bien dans sa peau? Il doit avoir quand même une posture individuelle qu'on doit adopter pour pouvoir vivre en société. Bon, je ne sais pas si... Je suis sûr que le psychoclinicien nous en parlera. Oui. Mais moi, quand je prends mon expérience, j'ai l'habitude de dire rien ne m'effraie. Ça, c'est mon attitude. Ça. En fait, quand il dit rien ne m'effraie, c'est pour dire, quelle que soit la gravité de la situation, je me dis, je n'ai pas intérêt à m'affoler parce que m'affoler n'est pas la solution. C'est ça. Et même quand il ne reste que quelques instants, je continue de me dire, bon, il y aura la solution quand même. Bon, s'il n'y a pas de solution,
c'est qu'il ne pouvait pas y avoir solution. On passe à autre chose. C'est vrai que ce n'est pas aussi simple. Il faut dire que c'est venu d'une autre expérience. Quand j'étais encore au secondaire, je pense que ça doit être en 3e, je devrais aller au BPC. Et j'avais un monsieur qui m'entraînait à la maison, qui avait dit que bon, en fait, j'avais un peu peur et tout. Il me disait, quand tu vas là-bas, écris sur ta copie, je n'ai pas peur, des trucs comme ça. Et je commençais à prendre l'habitude. Mais plus tard, au second cycle, j'avais remarqué que je faisais beaucoup d'erreurs quand l'heure de la fin s'approche, l'heure de la fin des épreuves s'approche. Je voulais aller vite. Et après, j'ai changé. J'ai dit, bon, même s'il ne me reste que 5 minutes, je me concentre, je fais le plus calmement possible. Et je suis sûr que le peu que j'ai fait là, c'est bon. Que de vouloir courir et de faire des erreurs, de tout rater. C'est comme ça arrive aussi, par exemple, en circulation. Vous êtes en circulation et par inadvertance, vous remarquez que il y a quelqu'un qui fonce droit sur vous. Moi, quand ça arrive, je prends mon calme. Je sais que, bon, c'est quelques secondes, mais je n'ai pas le droit de m'agiter, quoi. Je n'ai pas le droit de m'affoler parce que c'est déjà ça, le premier échec. Pour moi, selon moi. D'accord. Le premier échec, c'est de dire face à une situation, ou du moins c'est de ne pas se dire face à une situation qu'il y a certainement une solution, qu'il y a certainement une issue. C'est de croire qu'il y a un impasse, ou du moins c'est de croire devant l'impasse que l'impasse restera là indéfiniment. Quel que soit l'impasse, avec le temps, ça va passer. Il n'y a rien à dire. Donc, il faut rester confiant en soi. Et bon, si vous êtes chrétien comme moi, vous allez dire qu'il faut être confiant aussi en la providence. En la providence, Avoir la foi. Oui, avoir la foi. Oui, c'est quoi clinicien pourra nous donner d'autres explications? Oui. Oui. Ben, merci beaucoup. Juste que je voudrais, si vous le permettez rapidement, revenir sur l'exemple d'intelligence qu'a donné Prudence. Il faut dire que ce n'est pas ignorance que les parents ou certains adultes se comportent comme ça. Parce que aujourd'hui, il est bien clair qu'il n'y a pas qu'une seule intelligence. On en a démontré qu'il y en a jusqu'à 9. Il y a l'intelligence kinesthésique, il y a l'intelligence mathématique, logique. Votre enfant peut être doué pour le sport. Son corps est conçu pour le sport. Et c'est en sport que lui, il excelle. Et c'est ce qu'on va valoriser chez lui. L'enfant est doué pour la communication. Il sait bien parler. Il suffit juste qu'il entende quelque chose de quelqu'un. Et puis voilà. Donc, on va se focaliser sur donner des résultats, être le premier de la classe, Si vous êtes premier de la classe et que vous ne savez pas vivre, vous ne pouvez pas rester dans une société. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais juste pour dire... C'est l'attitude qu'il faut adopter, une question de posture. Se sentir bien ou mal, d'abord parce que vous avez besoin, vous l'avez dit, de vivre dans la société. Oui. Et évidemment, avant d'arriver à l'attitude qu'il faut adopter, il faut savoir que face à une situation conflictuelle, autrement dit, face à un danger, une situation qui n'est pas en accord avec votre conception, il y a nécessairement 3 réactions qu'on a. On prend la fuite, on agresse, ou bien on se replie sur soi. C'est ça. Et ça nous ramène à notre instance animale, à notre instinct. Devant l'animal, devant le danger, devant le conflit, il a ces 3 réactions. Maintenant, comment est-ce que vous gérez? C'est par rapport à chaque émotion qu'on gère. L'attitude que Prudence a décrit tout à l'heure, c'est d'analyser. Pourquoi c'est arrivé? Autrement dit, je vais faire simple. Il faut se poser 5 fois la question pourquoi. On dit en théorie que c'est d'essayer d'arriver à résoudre le problème avec les 5 pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai perdu mon père?
Bon, bref, ça encore c'est le nom. Pourquoi est-ce que ma copine m'a quitté? Après la première réponse que vous trouvez, vous posez encore pourquoi cette réponse. Pourquoi cette réponse? Jusqu'à 5 fois, vous trouvez la solution. Et non seulement le temps que vous êtes en train de vous dire pourquoi, vous ne vous affolez pas, évidemment. Vous ne prenez pas la fuite, mais vous cherchez les solutions. Et en même temps, ça vous amène à voir vos forces et vos faiblesses. C'est ça. Comment est-ce que je vais réagir? Maintenant, attitude, savoir vivre avec son bien-être. Parce que, entre guillemets, aucune émotion n'est négative. Même quand on parle de la colère, de la peur, je prends une émotion, la surprise. La surprise, elle peut être négative, pour ne pas dire désagréable comme agréable. Donc, la peur n'est pas là comme une émotion négative. Au contraire, on a dit tout à l'heure que les émotions viennent nous orienter sur le choix, sur nos décisions. Donc, quand vous avez peur, c'est pas parce que c'est mauvais. C'est pour vous amener à réfléchir, à voir pourquoi c'est arrivé. Et comment vous allez faire pour que ça n'arrive plus. Pour que vous ne vous mettiez plus dans cette situation désagréable, d'insatisfaction. C'est parce que, Stanis a dit tout à l'heure, quelqu'un se sent bien quand il mange. Devant un plat de riz, il est à l'aise. Et moi, tout le monde sait que devant Moyo, moi, quel que soit le repas que tu viens présenter, L'autre vous dira si tu mets Moyo dedans, je prends que ça. Le Moyo, c'est votre terminus, comme on le dit. Quel que soit au poisson. Okay. Donc, bref, si devant mon besoin est satisfait, mon besoin de l'instant est satisfait, donc je vais me sentir bien. Donc, l'attitude, c'est de se poser la question, d'analyser avant de prendre la décision. Nous allons en 30 secondes tirer la conclusion donnée. Alors, si nous avez donné l'occasion, je commence par Stan. Si vous avez donné l'occasion, vous avez donné de donner conseil à quelqu'un au regard du système qu'on a adopté aujourd'hui, que diriez-vous en 30 secondes? C'est vrai que la question de se sentir bien ou mal dépend de plusieurs facteurs. On l'a dit, ça dépend aussi de la croyance que vous avez. Il y a des personnes devant certaines situations se mettent à prier. Et après quelques minutes de prière, ils reviennent à eux-mêmes, ils se retrouvent. Donc voilà, si vous êtes croyant, vous pouvez prier. Et la maîtrise de soi, c'est vrai que ce n'est pas évident dans toutes les situations de la vie, mais la maîtrise de soi, le calme et aussi bien se sentir résulte de l'expérience aussi. Quand vous accumulez l'expérience devant certaines situations, quand la même situation ou la similaire se présente, vous savez comment la transcender. Donc, avant et après tout, avoir la maîtrise de soi, sourire aussi à la vie et faire ce qu'on aime, c'est le plus important. Merci Stanislas Manoukwamo. Prenez ça qu'on dit à vous. Si j'ai un conseil à donner, c'est d'abord de dire aux gens que leur bien-être est très important et qu'ils n'ont pas à regarder en fait la société, les regards pour ne pas pouvoir faire des choses qui leur plaisent, ne pas pouvoir se sentir bien avec leur trait de caractère et leur trait de caractère et tout. J'inviterai aussi, je nous inviterai aussi face à chaque situation de prendre un peu de calme, ça peut être aujourd'hui. Très bien. Oui, monsieur Ali Renou. Merci beaucoup. Moi, je dirais tout simplement que vous ne pourrez pas vous empêcher de vous sentir bien ou mal. Ça, vous ne pouvez rien. Quand ça arrive, c'est de savoir comment, avec mes capacités, mes moyens, je réponds agréablement ou convenablement au sentiment qui est là. Merci. Que ce soit bien ou mal, c'est pour moi. Merci à vous, André Alikrono. Merci à vous, Prudence Akondé, Stanislas Manoukwamo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Stop FM pour le matin de ce jeudi. Très bonne suite des programmes. Le meilleur reste à venir sur ETélé. Restez toujours en notre compagnie.
Voilà, mesdames et messieurs, nous vous présentons toutes nos excuses pour cette séquence concernant la chronique du jour, n'est-ce pas, Stanislas Ouenouamoa? Bien évidemment, une chronique qu'on va retrouver si tout va bien d'ici la fin de l'émission. D'accord. Puisque notre invité a eu quelques contingences de dernière minute, donc il va nous rejoindre d'ici peu. Très bien. Et de ce pas, nous allons donc aborder la rubrique suivante. Il s'agit bien sûr de la causerie matinale. Et nous allons, comme je le disais, à l'entame de cette émission, nous allons nous incruster dans votre quotidien, dans notre quotidien. Aujourd'hui, on parlera du civisme et se poser la question de savoir, se demander, est-il bénéfique pour l'homme, le civisme, cette attitude? Et oui, cette tendance qui consiste à adopter de manière systématique des comportements, des mœurs, des idées du milieu ou du groupe auquel on appartient sans recours à l'esprit critique. Est-ce que ce civisme est bénéfique à l'homme? Qu'est-ce qui nous amène à adopter cette attitude de civisme, de conformisme? La question, nous allons en parler ce matin avec notre invité, le sociologue William Degweko. Docteur William Degweko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Et Stanislas Ouenouamoa de la partie. Bonjour. Oui, bonjour bonjour à monsieur Degweko. Très bien. Et nous rappelons aux téléspectateurs qu'ils auront la possibilité d'intervenir à partir du numéro qui va défiler tout à l'heure au bas de vos écrans, mesdames et messieurs. Docteur William Degweko, le civisme, comment est-il perçu aujourd'hui dans la société, ou d'abord de façon terre à terre pour ceux qui ne savent véritablement pas ce que c'est? Comment pouvons-nous comprendre le civisme ou définir le civisme? Bon, je ne dirai pas tout de suite comment c'est aperçu. Je parlerai d'abord de comment cela se manifeste. D'accord. Et à partir de moi, de mes observations, conclure si c'est bénéfique ou si c'est négatif pour l'homme, pour l'individu qui le pratique. C'est ça. Donc, je dirais que tout le monde fait du suivisme. Tout le monde fait du suivisme. Tout le monde fait du suivisme à un moment donné. C'est vrai, le suivisme doit être précédé d'un état d'esprit, je dis d'un bon état d'esprit, et de la raison. Et quand le suivisme est précédé d'un bon état d'esprit et de la raison, celui qui adopte cette attitude-là ne peut pas avoir des conséquences négatives. Il doit progresser au sein de la communauté, au sein de la société. Je m'explique. Les métiers que nous apprenons, les métiers artisanaux que nous apprenons, couture, coiffure, et vulgarisateur, mécanique, les activités mécaniques et autres. Autres métiers d'avocat, de journaliste, Les etc. maîtres ne nous enseignent pas beaucoup théoriquement. C'est le suivisme. Je suis ce qu'il fait et je fais comme lui, qui amène les apprenants à savoir faire. Donc, ils précèdent, ils voient ce que le maître fait. Ils analysent, ils mettent en jeu leur état d'esprit. Ils ajoutent de la raison. Et ils analysent et ils font comme le maître. Et ça réussit, on conclut que voilà, c'est ça le bon procédé qui permet d'avoir le résultat. Et on emmagasine ça une fois de bon comme quelque chose qui est sûr. Si un apprenti attend son maître, ou bien attend que son maître vienne, par exemple, lui dit fais ceci, fais cela, voilà comment faire, il sera le dernier parmi ses camarades. Donc, il doit avoir un bon état d'esprit, suivre son patron et faire comme son patron. Et c'est comme ça qu'il va commencer par apprendre, par connaître. Je prends un autre exemple dans la société. Je vois un plateau, sur un plateau de télévision, sur une télévision, un plateau, et le journaliste est bien habillé, en costume, tout ça là. Je ne maîtrise pas son statut social. Mais j'ai envie de m'habiller
comme lui un jour. J'ai envie de parler comme lui un jour. J'ai envie que tout le monde me voit un jour. Comme moi, je vois ce journaliste-là. Dans ma tête, je me dis, à bout de mes études, je deviendrai journaliste. Si je m'y prépare bien et je mets en place tout l'arsenal qui me permet de devenir un journaliste, je deviendrai journaliste et un bon journaliste. Donc, le résultat final sera un bon résultat, puisque c'est moi-même qui ai voulu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a imposé. Très bien. Donc, voilà. Et donc, pour vous, le suivisme fait appel à un état d'esprit. Et à la raison, oui. Et à la raison. Oui. Stanislas Bonnepoix, oui. Pour vous, le suivisme, au regard de tout ce qu'on constate aujourd'hui, est-ce qu'il faille le faire ou c'est un état d'esprit spontané? C'est-à-dire c'est une spontanéité qui amène les gens à le faire sans trop avoir conscience de ce qu'on fait? Non, Avant Oui. je rappelle aux téléspectateurs qu'ils pourront intervenir. Le numéro à composer va défiler tout à l'heure au bas de l'écran. Vous pouvez composer, participer à cette émission, nous faire partager vos expériences, vos analyses. Stanislas Bonnepoix, vous avez la parole. Merci. Le suivisme, je pense, vu sous l'angle dans lequel nous l'abordons ce matin, renvoie à suivre quelque chose ou quelqu'un, passez-moi l'expression, de façon bête, tout simplement. Parce que, tel que M. Degbeko le décrivait tout à l'heure, c'est bon quand on est dans une salle de classe ou en apprentissage, ce qui est suffisamment recommandé, c'est de suivre son patron ou son maître ou son enseignant. C'est de pouvoir, par l'exemple, suite à ce qu'il est en train de faire, si vous êtes dans un salon de couture ou de coiffure, c'est de suivre votre patron ou votre patronne, et au fur et à mesure qu'elle s'exerce à faire son métier, vous avez quelques bribes, et voilà, et ça vous aide dans l'acquisition de votre savoir. Mais le suivisme dont nous parlons ce matin, à mon sens, c'est ce suivisme-là qui, de façon aveugle, vous amène à vouloir faire comme l'autre, sans au préalable avoir les prédispositions de cette personne, les prérequis de la même personne. Je vous donne un exemple. Je regarde à la télé ou dans des films des personnes qui sont médecins, qui ont l'habitude de piquer les patients. Et dans la réalité, j'ai des amis à mon père qui sont des médecins qui arrivent à la maison. Et je me dis, la façon dont on pique les patients, je veux le faire aussi. Alors que pour être médecin déjà généraliste, c'est déjà au minimum un bac plus 7. Avant maintenant de parler des spécialités qui font 3 ans, 4 ans, 5 ans pour d'autres, voire plus pour certains. Maintenant, moi je me dis, bon, parce que la seringue, on ne s'amuse pas avec. Vous faites mal et vous envoyez quelqu'un dans l'au-delà. Et n'ayant pas ces prérequis, moi je me dis, bon, puisque le monsieur, il est toujours je crois c'est la blouse blanche, ils sont dans leur blouse blanche, ça leur sied bien, et donc je veux devenir médecin. Donc si je n'ai pas les prérequis qu'il faut, si je ne passe pas le processus, et mon envie de devenir comme lui va s'estomper parce que à un moment donné, il y aura des obstacles liés au processus de formation pour devenir médecin. C'est ça. Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir médecin, mais c'est un processus qu'on suit. Et là, je ne peux pas bricoler pour le devenir. Donc, si j'ai envie de faire comme lui, le bricolage va m'arrêter tout de suite. Pareil pour d'autres corps de métier, par exemple, je ne peux pas me lever et devenir policier sans passer par un concours d'État bien organisé. Je ne peux pas me lever, devenir gendarme ou bien devenir membre de la police républicaine si je n'ai pas gravi certaines étapes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le suivisme qui consiste à envier ce que l'autre fait et vouloir faire comme lui, ce n'est pas, ma foi, très très bon. Parce qu'il y a des obstacles liés à la formation qui sont là. Il y a certains éléments qui entrent en ligne de compte dans le processus de formation que je n'ai pas forcément. L'autre chose aussi, c'est que j'ai longtemps observé un suivisme au niveau des plus jeunes. Surtout quand on passe l'étape du baccalauréat, par exemple. On dit, vous avez envie de faire quoi comme métier demain? On regarde à côté, mon ami Paulin, il veut devenir juriste.
Il s'est inscrit en faculté de droit. On a un oncle avocat, magistrat. On a un oncle, voilà, on a eu la chance avocat. de voir en pleine préparée. Et on se dit, ah, ben, tel qu'il parle, je veux faire comme lui. Sans avoir au préalable les prérequis ou les aptitudes qu'il faut. C'est aussi vrai que dans la réalité, parfois, le suivisme nous amène à nous forger une personnalité et à devenir comme celui auquel on aspire. Il y a certains corps de métier, hein, bon, pas forcément peut-être des métiers, mais des fonctions, je dirais. Les gens sont devenus chefs d'État parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, il faut que j'y aille. J'ai tellement vu les gens les essayer, je suis dans le rouage il y a longtemps, il faut que j'y aille, il faut que je tente ma chance. Et ça marche parfois. Mais ça, c'est des coups d'éclat qui n'arrivent pas tous les jours. Peut-être vous les verrez peut-être une fois en 10 ans ou une fois en 20 ans, ces coups d'éclat. Mais quand on veut faire comme quelqu'un qui est dans ses fonctions, la plénitude de ses fonctions, qui les exerce et qu'on n'a pas les prérequis, notre suivisme est plombé. Parfois même, vous voyez des gens qui changent de voiture tous les soirs et qui ont une certaine aisance. Vous ne savez pas de quels moyens dispose-t-il pour changer ses véhicules chaque soir, mais vous voulez faire comme lui. Conséquence, vous allez faire ce qu'il ne faut pas faire et ça peut avoir d'autres revers. Donc, je pense que dans l'élan du suivisme, il faut faire attention. C'est bon d'avoir des exemples, des modèles qu'on voudrait suivre dans la société, c'est tout à fait normal. Et chacun de nous, à un moment donné, a eu des modèles dans son cursus scolaire ou universitaire ou professionnel, d'accord. Mais sachons raison garder et développons les attitudes, donnons-nous les moyens légaux, normaux qu'il faut pour pouvoir atteindre nos objectifs. Oui, dans ce cas, est-ce que on peut assimiler le suivisme à un repère, c'est-à-dire à vouloir faire comme cette personne, mais ce personnage est devenu un repère pour l'autre et il voudrait faire comme lui. Est-ce que le suivisme peut être assimilé à un repère, à une boussole ou à une référence, je dirais? Non, je dirais que le suivisme est un processus psychologique, bon, ou psychique si on veut. C'est un processus. Personne, nous n'inventons rien de nouveau, nous ne faisons pas beaucoup de nouvelles expériences. Nous ne suivons que les pas de ceux qui nous ont précédés ou de ceux qui sont nos aînés. Nous contribuons un peu avec nos propres expériences. Mais à 80% au moins, nous faisons du suivisme. Nous nous mettons sur les traces laissées par nos aînés, nos prédécesseurs. Nous suivons le pas de nos parents, de nos aînés. Et c'est pourquoi d'ailleurs on dit, si vous voulez bien éduquer votre enfant, ne le laissez pas dans les mauvais cercles. Les cercles que vous pensez être négatifs pour lui. Mettez-les dans les cercles. Ça ne veut pas dire que le milieu va le corrompre, c'est ça? Le milieu le corrompra. Il n'aura pas de volonté. S'il est dans un milieu nuisible, il va nuire. Il ne peut pas faire autrement. Quelle que soit la raison, il fera comme les gens du milieu. Je prends un enfant qui voit un douanier qui réussit, qui a de l'argent. Tout le monde dit oui, le douanier a des facilités à avoir de l'argent. J'ai été enseignant du supérieur, j'ai eu tous les grades, mais je n'ai pas la réussite sociale qu'il a dans mon village. L'enfant qui vit dans un milieu où il y a un douanier et qui voit le douanier changer de véhicule presque tous les jours, qui voit le douanier changer de femme presque tous les jours, et qui voit le douanier dans une vie d'aisance, et que les autres, d'autres qu'il voit, ne peut que dans sa tête imaginer devenir douanier. Si les parents ne viennent pas à son secours pour lui dire pour le canaliser, le douanier, c'est veille là, l'argent là, ceci, mais voilà le diplôme qui lui permet de le recruter. Il y a meilleur ailleurs. Même si tu n'as pas autant d'argent que lui, tu peux réussir et être en vie dans la société. L'enfant ne fera pas autre chose. Il finira peut-être par arrêter ses études au niveau BPC ou bac maximum et cherchera à devenir comme celui qu'il a pris comme un modèle. Donc, laisser l'enfant dans un milieu nuisible, il deviendra nuisible pour la société.
Et quand vous le laissez dans un bon milieu, il sera bon pour la société. Et c'est pourquoi je disais la dernière fois, le président de la République a fait une tournée nationale. Vous m'excusez de l'évoquer. Il a fait une tournée nationale où, au cours de la tournée, il a dit aujourd'hui, allons vers le professionnalisme. Formons nos enfants au métier pratique. Beaucoup d'enfants disent « Ah, c'est le président de la République qui a dit. » Puisque pour tout le monde, c'est un modèle à suivre. Absolument. Puisque c'est lui qui a dit « Tous ceux qui sont à l'école et qui voient qu'ils peuvent aller sur le chemin de l'apprentissage ont commencé par, comment dit-on, abandonner progressivement le désir d'étudier, d'aller. Donc, je dirais, ils ont commencé par décrocher. Ils se sont mis dans ce... Donc, pour eux, le président a parlé, les diplômés sont là, eux-mêmes, ils voient, ils n'ont pas de l'emploi, ils traînent devant eux. Donc, il vaut mieux abandonner les études pour aller apprendre un métier. Autre chose, ou pas bien abandonner complètement, mais... abandonner les études et aller dans un lycée technique, abandonner les études et bénéficier d'une bourse pour aller au Canada ou ailleurs pour se faire former dans des métiers pratiques de l'électricité et autres et revenir. Donc, les enfants se sont mis dans cette dynamique-là, même si tous n'ont pas encore quitté les salles de classe. Mais ils se sont mis dans un processus entre griffes de décrochage. Donc, je dis, ce n'est pas négatif ce que je dis. Je ne dis pas que l'attitude du président de la République n'est pas nuisible. Non. Lui ne fait que dire ce qui est et ce qu'il veut pour son peuple. Et il y a une frange de la population qui veut l'imiter, qui le prend pour modèle, ce qu'il est d'ailleurs, et qui déjà commence par le suivre. Et vous allez voir d'ici 3-4 ans, le résultat sera là. Si tout le mécanisme est mis en place et bien structuré, les enfants vont réussir, mais plus pas dans l'évolution scolaire. Non pas par suivisme, mais par... Non, c'est le suivisme. Ils ont suivi le discours du président de la République, ils ont pris comme un modèle. Et voilà. Alors, le suivisme, quand on parle de suivisme, où est alors l'esprit critique, l'état d'esprit critique où, bon, il faut suivre, oui, mais avec beaucoup de réserve, d'analyse, d'observation. L'esprit critique est où dans ce cas-là? C'est la réponse à votre question m'amène à parler notamment de la maîtrise de soi, en tout cas de la jugeote qu'il faut avoir à un moment donné dans cet esprit de suivisme-là. Parce que c'est bien beau et à un moment donné, nous l'avons dit, chacun de nous a pris quelqu'un comme exemple. Mais le fait de prendre quelqu'un comme exemple, pour moi, ce n'est pas forcément du suivisme. Le suivisme, c'est un mouvement qui conduit à vouloir opter pour quelque chose de façon aveugle et sans nécessairement maîtriser tous les contours. Quand je donnais l'exemple du médecin, par exemple, quand on veut coûte que coûte faire comme l'autre, sans connaître les processus, les étapes franchies au préalable, ça pose un petit problème. Et l'esprit critique doit intervenir d'autant plus que nous avons chacun de nous un dépôt en nous. Il y a ce qu'on appelle le don. Votre don n'est pas forcément le mien, n'est pas celui du docteur Degbeko. Donc, chacun de nous a un don. Et quand vous voyez quelqu'un, bien souvent, on voit les gens facilement s'exprimer dans ce à quoi ils sont destinés en réalité. Quand quelqu'un est destiné pour quelque chose, vous le voyez exercer la chose de façon assez aisée. Mais quand vous n'êtes pas destiné ou prédestiné pour la chose, on sent qu'il y a ce qu'on appelle, ce que les Anglais appellent le forcing. Et on sent qu'on essaye de forcer, mais ça n'a pas le même résultat que celui qui est prédestiné naturellement pour ça. Et vous allez le voir au niveau du football. Là où il y a les limites du suivisme, c'est au niveau du football, par exemple. Nombreux avons-nous été, dès notre enfance, voyant Cristiano Ronaldo jouer, voyant Pelé, Maradona, voilà, jouer. Nombreux avons-nous été à tomber dans l'illusion ou le rêve de devenir footballeur parce qu'on les voyait jouer de façon très excellente sur le rectangle vert, mais on a été très vite heurté
à la dure réalité des choses, c'est que le football, avant tout, c'est d'abord un don et qu'il faut travailler. Et donc, quand vous n'êtes pas dans les conditions requises, ce n'est pas du tout évident. Et le football, de plus en plus, la pratique, elle est précoce. Il y a parmi toutes ces stars des gens qui ont commencé à 5 ans, 6 ans, 7 ans maximum et qui sont allés en Europe dans des différents centres de formation se perfectionner. Donc quand vous jouez au quartier et que tout le monde vous prend comme le roi Pelé dans votre quartier, alors que vous n'êtes pas dans un centre de formation, vous n'êtes pas à un endroit où il faut forcément vous remarquer, vous repérer pour vous faire entrer dans un processus normal, ça pose véritablement un problème. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Les rêves de devenir footballeur ont été brisés par le simple fait que les conditions n'ont pas été réunies, par le fait que ceux-là qui veulent devenir footballeurs, rêves légitimes, d'accord, mais ils n'ont pas eu ce don-là, ils ont forcé les choses. Quand on voit Messi dribbler 4 ou 5 joueurs sur le terrain en moins de 3 minutes, qu'on veut faire comme lui, il faut avoir le génie qu'il faut. Et parfois, la différence entre ceux qui ont le génie ou ceux qui ont ce don et nous qui forçons, c'est qu'ils le font de façon naturelle. Ils le font même pratiquement en s'amusant. Je connais sans beaucoup d'efforts. Sans beaucoup d'efforts. J'ai vu des footballeurs, Ronaldinho par exemple, je pense que vous devez l'avoir connu, Ronaldinho le Brésilien, qui, ces images sont là, hein. Il sourit tout le temps dès lors qu'il est sur le terrain de foot. Il sourit tout le temps. Il est toujours souriant sur le terrain de foot. Ronaldinho vous dribble, vous le taclez, il sourit. Il tombe, il sourit, il se relève. C'est quelqu'un, et lors d'une interview, il a dit, c'est comme si le ballon est sa femme. Il est amoureux du ballon tout simplement. Quand il est sur les aires de jeu, vraiment, il est dans son monde. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, quand vous voyez ça, et vous voulez faire comme lui, oubliant que les tacles, il y a, passez-moi l'expression, il y a tacle dans tacle. Les tacles qu'on appelle les tacles vissés, ça peut mettre un coup d'arrêt à votre carrière. Il y a des footballeurs qui ont été précoces, très très intelligents, en tout cas, dont l'avenir était suffisamment prometteur au départ, mais il a suffi juste un tacle, 1 ou 2 tacles pour briser toute leur carrière. Donc, ce qu'on voit bien beau a aussi ses revers, a aussi ses inconvénients, sitôt qu'on ne s'y prend pas bien. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a, par contre, des footballeurs qui n'ont pratiquement pas connu de tacles dans leur vie, ni de blessures très graves. Quand je pense à Lionel Messi, par exemple, le footballeur argentin, je n'ai pas souvenance de ce que Lionel Messi a été taclé. C'est tellement que vous n'avez pas suivi tous ces matchs. Non, j'ai suivi. Dans les moindres détails. Je vous dis, confident, je suis un supporter du Barça. Ah, d'accord. Parenthèse fermée, justement. Et je suis, contrairement à d'autres footballeurs qui régulièrement sont blessés, vous les voyez, mais il y a de ces joueurs-là qui ont la grâce de la nature de ne pas être blessés aussi souvent. Très ça bien. peut arriver une fois en passant. Très bien. Parlant du suivisme, des groupes d'individus, des groupes politiques, oui, là aussi, par moment, on a l'impression qu'il y a du civisme. Oui, tout le monde le fait, tout le monde a décidé donc nous allons aussi. Il y en a autour de nous, docteur Degweko. Oui, nous ne pouvons pas dire que tout de suite c'est une bonne attitude. Oui. Nous ne pouvons pas dire que c'est une mauvaise attitude non plus. Je prends l'exemple politique. Quand le chef de l'État décide, tous ceux qui sont de la mouvance trouvent que c'est bon. C'est le système qui fonctionne comme ça. Ce n'est pas au Bénin seul. Et c'est partout au monde. Donc, vous analysez, vous voyez quelques nuances qu'on peut apporter. Mais vous dites c'est bon d'abord publiquement. Et si le chef qui le dit vous donne le pouvoir là, c'est plus de lui faire... Ça, c'est la discipline du groupe. Vous parlez là de Non, la discipline du c'est groupe. le suivisme. Il a dit, je dis la même chose que lui. Ou le responsable du groupe. Le responsable du groupe a décidé, je décide de la même chose que lui. C'est du suivisme. C'est du suivisme. Donc, ce n'est pas aussi négatif que ça. Le suivisme, je l'ai dit, il n'y a personne au monde qui ne s'adonne à ça. Le fonctionnement normal des sociétés est fondé sur le suivisme. Il a donné des exemples tout à l'heure, oui.
on veut devenir joueur. Mais il faut un parent pour lui dire, ah, moi je suis pauvre. Ton enfant de pauvre ne peut pas aller jouer facilement parce qu'il ne peut pas te faire former. Ne peut pas... Donc, va sur le terrain, mais peu de temps sur le terrain, fais autre chose. Moi, je veux tel résultat de toi. Donc, si le parent le fait et le recadre, l'enfant va quitter son désir de devenir Ronaldo, Messi, et saura très jeune que devenir Ronaldo, Messi n'est pas donné à tout le monde et que lui n'est pas dans les prédispositions qu'il faut pour devenir. Et il choisira un autre chemin que ses parents veulent pour lui. Et donc, pour un groupe de personnes, groupe d'activités, groupe politique, pour vous, ce n'est pas, du conformisme. C'est le suivisme. C'est le suivisme, le conformisme. Oui. Le leader, oui, nous le suivons. Il dit, nous faisons. Il veut un résultat, nous l'aidons à atteindre le résultat. C'est du suivisme. Et tout le monde suit le leader. Si on croit au leader, si on a confiance au leader, on le suit. Parfois bêtement. Et vous allez voir dans les régimes dictatoriaux, même si le leader veut qu'on extermine une communauté, ceux qui l'accompagnent le suivent et adoptent une attitude de justification qui permet de dire c'est cette mauvaise action qui est la bonne pour la situation qu'on traverse. Et justifie ça partout où il passe. Donc c'est le suivisme. Et on croit, on a foi que ce que décide le leader, ce que veut le leader, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ça n'est pas pour moi qui sourit. Oui, en fait j'ai consulté la définition du suivisme et j'ai remarqué, on dit c'est la tendance systématique à suivre les événements sans esprit critique. Opportunisme, par exemple, attitude de celui qui s'aligne sur des positions d'un parti, d'une association, d'un syndicat. Alors, quand on suit comme ça, sans esprit critique, ça pose un véritable problème. Parce que beaucoup de personnes, en tout cas certaines personnes, surtout au niveau des jeunes, ont suivi des gens et ce suivisme les a amenés en prison, par exemple. Le suivisme a amené certaines personnes à déchanter complètement et à perdre leur vie. Moi, je me rappelle, hein, je devais être en classe de 6e ou de 5e. Il y avait un jeune dans notre quartier, il y avait l'interdiction des accès aux plages dans le temps et un phénomène selon lequel, bon, voilà, il ne faut pas aller aux plages, sinon il y aurait des pratiques et tout ça. Et un lundi de Pâques, le jeune garçon, à l'époque, sans autorisation de ses parents, il y a d'autres qui avaient organisé un genre pique-nique, comme on l'appelait à l'époque, et il les a suivis pour la plage, par exemple. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'est pas revenu, il est resté introuvable. Je vous parle de faits réels, par exemple. C'est des faits réels. Il est resté introuvable. Il n'est pas revenu à la maison. Ses parents l'ont cherché partout. Après, on a retrouvé un corps qui ressemblerait quand même, en tout cas, au garçon, à la description du garçon. On a retrouvé 3 ou 4 jours après sur la bordure de la plage. Et puis, c'en est terminé comme ça. Il n'est pas revenu. Donc, parfois, on suit des gens et le résultat est négatif. Il y a des enfants à qui on dit ne ressemblez pas à telle personne. Parce que quelque part, même dans les Saintes Écritures, je pense qu'il a dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous suivez quelqu'un bêtement sans connaître le fondement de sa richesse ou les fréquentations qu'il a, ça peut conduire X ou Y en prison. Il y a plein de cas dans lesquels, plein de situations dans lesquelles des jeunes garçons, des jeunes filles se sont retrouvés peut-être en détention provisoire parce qu'ils étaient dans des compagnies et quand les forces de l'ordre au cours de leur enquête avaient besoin quand même d'informations, ils ont ramassé tout le monde d'abord et arrivé là-bas, on peut peut-être faire au bout des interrogatoires de tout ce qui va avec, on peut maintenant se rendre compte que situer les responsabilités et se rendre compte que tel n'est pas forcément impliqué, tel n'est pas responsable. Et donc, suivre tout le monde tout le temps de façon aveugle, sans esprit critique, ça peut nuire. Et ça nuit à beaucoup de personnes. Donc, je pense que le suivisme, c'est possible, mais il faut savoir se donner des limites dans sa manière de suivre. Et quand M. Deguekor donnait l'exemple des politiques tout à l'heure, je me suis rappelé de cet exemple d'un homme politique qui disait en son temps, au niveau du
du régime, du précédent régime, que quand quelqu'un dit pin, et ça sonnait pan de l'autre côté. C'est pour dire que on suivait à la lettre, on suivait voilà de façon systématique, sans trop réfléchir, ce que le chef à l'époque disait et on répondait de l'autre côté. Donc le suivisme, je pense, il faut avoir un modèle. Il faut avoir des gens qui nous inspirent dans notre vie, surtout dans le parcours professionnel et dans les autres domaines de la vie. Mais il faut savoir jusqu'où ne pas franchir le Rubicon pour ne pas tomber dans des revers, parce que c'est ça surtout qui nous arrive le plus souvent quand on suit les gens de façon aveugle et de façon systématique. Quand vous voyez quelqu'un qui a la richesse, qui a les moyens de sa politique, qui change de véhicule chaque mois par exemple, il sait sur quoi il compte, mais il ne vous dit pas sur quoi lui il compte. Mais quand vous voyez son aisance apparente et vous pensez que tout va bien chez lui, c'est peut-être en intégrant son quotidien que vous vous rendez compte que il n'a pas la tranquillité qu'il dégage dans l'apparence. Donc le suivisme, c'est une bonne chose dans certains cas, mais ça peut aussi avoir des revers si on y prend garde. Très bien. Donc, en un mot, il faut retenir, ou faut-il peut-être faire la part des choses entre suivisme, conformisme, repère, référence, discipline de soi, discipline de groupe, ou, je dirais, esprit critique de toutes les façons. Il faut faire une petite... c'est des mots synonymes, si on veut les aborder sur un certain plan, c'est des mots synonymes. J'ai dit tout à l'heure, si tout le monde fait du suivisme, il suffit de le précéder d'un bon état d'esprit de la raison. Quand vous le faites, vous ne savez pas tout ce que vous ne maîtrisez pas tout ce que l'autre a mis comme moyen pour avoir ce résultat que vous voyez. Mais vous voulez faire comme lui. Sur le chemin de faire comme lui, vous faites appel à vos moyens. C'est ça. Et si vous avez un peu de tact, vous deviendrez comme lui. Et peut-être vous ferez même plus, plus que lui. Puisque c'est vous-même qui voulez. Vous allez fournir tous les efforts nécessaires pour y parvenir. Le spirituel parlera peut-être de la loi d'attraction aussi. Tout à fait. Vous savez, le suivisme, je pense que ça a plusieurs facettes. Il y a une première facette qui nous permet quand même d'essayer de faire comme les autres que nous prenons comme modèle. Mais tout en gardant à l'esprit que si nous n'avons pas forcément les prédispositions, on ne peut pas avoir les mêmes résultats que les autres. Raisons pour laquelle, quand vous prenez les carrières de footballeurs, tout le monde n'a pas la même carrière dans le métier. Et dans tout métier d'ailleurs. Voilà, tout le monde n'a pas la même carrière, tout le monde n'a pas le même processus. L'autre chose aussi, c'est que le suivisme systématique et aveugle peut avoir des revers, ce n'est pas forcément bien, ça peut nous conduire là où on ne souhaiterait pas. Donc, restons vigilants, ayons des modèles, ayons des références, oui, tout à fait, mais ayons toujours à côté l'esprit critique. Restons vigilants dans nos choix de vie. Merci à vous, Dr William Debeko. Je rappelle que vous êtes sociologue. Stanislas Gouanou-Pouamois, journaliste. Merci d'être venu pour ces moments d'échange sur le suivisme. Et y est-il bénéfique pour l'homme? C'était là la grande interrogation de ce matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous allons entamer l'autre rubrique. Eh bien, oui, avec notre invité. C'est juste après cette pause, le temps de nous installer.